Alors que le monde occidental célébrait la paix en Europe et la chute du régime d'Adolf Hitler, la guerre continuait de faire rage dans le Pacifique et il n'y avait toujours pas de fin en vue pour les batailles de l'Extrême-Orient. Pour les Japonais, se rendre était un sort pire que la mort et poussés par d'anciennes traditions, ils étaient déterminés à se battre jusqu'au dernier homme. Alors que les pertes alliées continuèrent d'augmenter et que les États-Unis se préparaient à leur invasion des îles japonaises, de graves décisions devaient être prises. Et dans la dernière phase du conflit mondial, des mesures seraient prises pour vaincre l'ennemi de l'Est, ce qui transformerait à jamais le visage de la guerre. Ce dernier chapitre nous amène à la conclusion d'un conflit qui s'est avéré être le plus destructeur de l'histoire de l'humanité et les événements de juillet à septembre 1945 marqueront non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début d'un monde nouveau et dangereux. Le 17 juillet 1945, les dirigeants des nations victorieuses se sont réunis à Potsdam, à quelques kilomètres à l'ouest de Berlin, pour discuter de l'avenir de l'Allemagne d'après-guerre. Parmi les participants se trouvait le Premier ministre britannique Winston Churchill, dont l'avenir au pouvoir, comme je l'ai déjà mentionné, était loin d'être assuré. Peu de temps après le jour de la victoire en Europe, la coalition de guerre britannique s'était dissoute et une élection générale déciderait bientôt si Churchill était réélu Premier ministre ou remplacé par le leader travailliste Clement Attlee. Le dictateur soviétique Joseph Staline a également assisté à la conférence de Potsdam et récoltait déjà les fruits de la défaite de l'Allemagne en revendiquant des territoires en Europe centrale. Et il y avait aussi un nouveau visage sur la scène politique, Harry S. Truman. Truman avait pris la place du président américain Franklin D. Roosevelt après sa mort en avril et se montrerait nettement moins sympathique envers les communistes que son prédécesseur. Avec des turbulences politiques à l'horizon, ces trois hommes avaient beaucoup à contempler, mais malgré leurs différences, ils partageaient toujours un objectif commun, s'assurer que l'Allemagne ne fasse plus jamais la guerre. Lors de la conférence de Potsdam, il a été convenu que l'Allemagne serait divisée en 4 zones d'occupation. Ce qui est finalement devenu connu sous le nom d'Allemagne de l'Ouest serait divisé entre la Grande-Bretagne, l'Amérique et la France, tandis que l'Allemagne de l'Est serait occupée par les Soviétiques. La capitale Berlin, qui se trouvait dans le secteur soviétique de l'Est, serait également divisée entre les Alliés, les États-Unis et la Grande-Bretagne contrôlant l'Ouest et les Russes contrôlant l'Est. Les soldats soviétiques avaient commencé à occuper Berlin après leur victoire en mai, mais en juillet, ils ont été rejoints par les premières de troupes d'occupation américaines, britanniques et françaises qui se sont installées dans les secteurs occidentaux de la ville. Ceux qui ont observé Berlin après la guerre ont été surpris par l'état de la capitale où ils ont trouvé une grande partie de la population souffrant de famine et essayant de vivre parmi les décombres de bâtiments dévastés. Presque tous les transports entrant et sortant de Berlin étaient à maintenant inopérants et, pour aggraver le problème des pénuries alimentaires, les égouts bombardés avaient contaminé les réserves d'eau de la ville.
Les attaques aériennes alliées des dernières années avaient clairement fait leur effet et, combinées au pilonnage d'artillerie des soviétiques lors de la bataille de Berlin, jusqu'à un tiers de la ville avait été détruit. Au début de juillet, Churchill était parmi ceux qui ont assisté aux dégâts de la ville en personne. Alors qu'il marchait dans les rues dévastées, passant devant les bâtiments gouvernementaux détruits, Churchill a été clairement ému par ce qu'il a vu et a dit plus tard que sa haine pour les Allemands était morte avec leur reddition. Mais malgré toute sympathie que Churchill ait pu avoir pour la population allemande, les dirigeants alliés étaient impatients de rendre justice à ceux qui étaient responsables du régime nazi et de ses crimes. La guerre d'agression d'Hitler avait entraîné une perte immense de vies, avec plus de 21 millions de morts rien qu'en Union soviétique. Tragiquement, la plus grande proportion de victimes de guerre en Russie et dans la plupart des nations européennes avait été civiles plutôt que militaires. Et à l'approche de la fin de la guerre, les Alliés ont commencé à découvrir l'horreur véritable de la manière dont tant de personnes étaient en vie morte. Lors de l'avancée sur Berlin, les commandants américains et soviétiques avaient découvert des camps de concentration remplis de victimes de toute l'Europe et de Russie. Dans certains camps, aucun des détenus n'avait survécu et seuls des tas de cadavres restaient. Dans d'autres, ceux qui avaient survécu aux horreurs de leur internement étaient ou gravement mal nourris et dans un état désespéré. Il est vite devenu évident que non pas des milliers, mais des millions de personnes avaient été systématiquement assassinées par les nazis, y compris des civils et des soldats soviétiques, des Polonais ethniques, des Gitans et ceux qui s'étaient opposés au régime nazi. Par-dessus tout, les nazis avaient ciblé les Juifs, et environ 2/3 de la population juive d'Europe avait été tuée dans ce qui serait plus tard appelé l'Holocauste. Alors que les crimes de guerre s'accumulaient, à Potsdam, il a été décidé qu'un tribunal militaire international au nom des gouvernements américains, britanniques, russes et français devrait être formé. Ce corps mènerait le plus célèbre de tous les procès pour crimes de guerre à Nuremberg, une ville réputée pour avoir accueilli des rassemblements nazis et considérée comme le lieu de naissance cérémonielle du parti. On a estimé que c'était un lieu approprié pour marquer la fin symbolique des nazis et le procès pour punir les principaux criminels de guerre des pays de l'axe européen verrait au moins une certaine justice rendue pour les horreurs du régime impitoyable d'Hitler. Parmi les hauts fonctionnaires nazis condamnés à Nuremberg figurait Hermann Göring, le commandant de la Luftwaffe et le deuxième en commandement d'Adolf Hitler. Il a été condamné à mort pour avoir été un agresseur politique et militaire majeur dans la guerre et pour son rôle dans l'extermination des Juifs. Mais Göring a déjoué les juges de Nuremberg lorsqu'il s'est suicidé la veille de son exécution publique. Parmi les autres condamnés à Nuremberg figurait Rudolf Hess, qui avait été le député d'Hitler avant d'être capturé en Grande-Bretagne en 1941. Hess a été condamné à perpétuité et restera à la prison de Spandau à Berlin jusqu'à la fin de ses jours, mourant prétendument par suicide en août 1987. Karl Dönitz, l'initiateur de la campagne des sous-marins et président de l'Allemagne nazie dans les jours suivant le suicide d'Hitler, a été condamné à une peine de 10 ans. Et Wilhelm Keitel, le chef de la Wehrmacht, a été condamné à mort par pendaison.
Beaucoup des médecins qui avaient effectué des expériences médicales dans les camps de concentration nazis ont également été condamnés à Nuremberg. Mais alors que justice était rendue aux nazis, les Alliés comprenaient que la Seconde Guerre mondiale était loin d'être terminée. Et bien que l'Allemagne nazie ait été vaincue, leurs alliés, les Japonais, étaient toujours en liberté. Le soi-disant Empire du Soleil Levant avait commencé la guerre avec l'Occident en décembre 1941, lorsqu'ils ont bombardé la base navale américaine du désormais légendaire Pearl Harbor, et leur conquête à travers l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique avait été aussi réussie que l'avancée allemande à travers l'Europe occidentale. Mais alors que les forces navales américaines retrouvèrent leurs forces, peu à peu les Alliés avaient commencé à chasser l'ennemi de leur territoire conquis. De la Nouvelle-Guinée aux Philippines, les Japonais se battaient à bientôt des batailles défensives et à l'été 1944, la campagne d'île en île de l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique des États-Unis, avait rapproché les forces alliées des îles de Marianne et plus près que jamais du territoire japonais. Tout au long du printemps 1945, la poussée vers le territoire ennemi s'est poursuivie et les chefs d'état-major américains ont commencé à discuter des plans finaux d'invasion du Japon, baptisés Opération Downfall. Le Japon était un archipel composé de milliers d'îles montagneuses et volcaniques, ce qui rendait son invasion une perspective redoutable. Parmi les 4 principales îles, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku, il y avait peu de zones propices à l'invasion. Seules les plages de la plaine de Kanto à Honshu, au sud-ouest et au sud-est de Tokyo, et les plages de Kyushu offrirent des zones d'attaque appropriées. Les Alliés ont décidé qu'une invasion en 2 étapes devait être lancée. La première, baptisée Opération Olympique, attaquerait le sud de Kyushu. Après la construction de bases aériennes ici, une couverture serait ensuite fournie pour l'étape suivante, l'opération Coronet, qui était l'attaque de la baie de Tokyo sur Honshu. L'opération olympique était prévue pour le 1er novembre et l'armada navale combinée serait la plus grande jamais assemblée dans l'histoire de la guerre. 14 divisions américaines devaient participer aux débarquements initiaux et une fois l'invasion de Honshu en cours, 25 divisions seraient impliquées. La principale préoccupation des Américains était le potentiel de taux de perte énorme. Les Japonais avaient de démontrer qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort si nécessaire. Et il y avait aussi des craintes de guerre biologique que les Japonais avaient utilisées pendant leur guerre avec la Chine. On estimait qu'il pourrait y avoir plus d'1 million de victimes américaines pendant l'attaque et en avril 1945, les extrêmes auxquels les Japonais étaient prêts à aller pour protéger leur patrie avaient pris un tournant encore plus sinistre. L'île fortement fortifiée d'Okinawa, qui se trouve à 340 miles du Japon, devait être utilisée comme point de départ pour l'invasion de Honshu et le 1er avril, des navires britanniques et américains ont livré des divisions marines et de l'armée à ces rivages. Mais alors que les Marines luttaient pour déloger l'ennemi, la force d'invasion alliée allait rencontrer l'arme la plus mortelle du Japon. Les Japonais s'étaient tournés vers le mythe ancien du kamikaze pour sauver leur empire et avaient mis en mouvement leur dernière grande attaque, l'opération Chrysanthème. Vague après vague, les pilotes se sont précipités vers les navires alliés et vers leurs morts. Au cours des 3 mois suivants,
36 navires alliés ont été coulés et des centaines d'autres ont été endommagés pendant que la bataille pour arracher Okinawa à l'ennemi se poursuivait. Bien que les Alliés aient finalement prévalu et remporté la lutte acharnée, lorsque la campagne s'est terminée le 22 juin, il y avait plus de 50 000 victimes américaines, dont au moins 12 000 morts. Même le commandant de la mission, le général Buckner, avait été tué. Au cours des 6 premiers mois de 1945, les pertes américaines dans le Pacifique avaient dépassé celles subies au cours des 3 années précédentes réunies et avaient convaincu les commandants alliés que toute tentative d'invasion des îles principales entraînerait en effet non pas des milliers, mais peut-être des millions de victimes. Mais malgré les convictions alliées que les militaires et les civils japonais se battraient jusqu'à la fin pour défendre leur patrie, à l'été 1945, beaucoup de gens au Japon étaient désespérés pour la paix. Depuis février, plus de 60 villes à travers le pays avaient été bombardées par les attaques de terreur de Lemay et Tokyo était en ruine. Le bâtiment de la Diète, où se réunissait le gouvernement japonais, était bientôt l'un des rares structures encore debout. Alors que le nombre de morts augmentait et que les industries vitales pour l'effort de guerre japonais étaient détruites, la situation dans le pays devenait désespérée. Des millions de personnes ont commencé à fuir les villes et ceux qui sont restés ont fait face à une existence misérable. En plus des attaques à la bombe, le général Lemay avait également lancé l'opération Starvation, dans laquelle des routes d'eau vitale et des ports étaient minées pour perturber la navigation ennemie. Avant longtemps, il y avait de graves pénuries de carburant et de nourriture, et alors que la vie se détériorait dans les îles principales, pour la première fois, les civils japonais ont commencé à se retourner contre l'armée. Partout dans le pays, les gens appelaient à la paix, désespérés de mettre fin à la guerre alors que les bombardiers américains continuaient à tout détruire sur leur passage. Les changements de leadership japonais ont également commencé à refléter les espoirs de paix du pays. Le premier ministre belliqueux Tojo, qui avait conduit le Japon à la guerre en 1941, avait été contraint de démissionner après la chute de Saipan à l'été 1944. Son remplaçant Kuniaki Koiso était en fonction depuis moins de 9 mois et après sa chute du gouvernement en avril 1945, le baron Kantaro Suzuki avait été élu pour gouverner le pays. Le premier ministre Suzuki était un amiral à la retraite et un héros âgé de la guerre russo-japonaise et contrairement aux membres plus militants du gouvernement, il ne croyait pas que son pays devrait se battre jusqu'à la fin. Sa présence au gouvernement était une indication claire que le parti de la paix prévalait au Japon et à présent, même l'empereur japonais Hirohito a commencé à faire pression pour des plans concrets pour mettre fin à la guerre, réalisant que son empire n'avait aucun espoir de survivre à l'assaut américain. Alors que le conflit en Europe touchait à sa fin en mai 1945, l'appel à la paix devenait plus urgent que jamais, car tout le poids des forces américaines était désormais concentré sur le Pacifique. L'objectif du cabinet du Premier ministre Suzuki était d'obtenir des conditions de paix autres que la reddition inconditionnelle, et pour ce faire, Suzuki s'est tourné vers un allié improbable. Bien avant, en avril 1941, le Japon avait signé un pacte de neutralité avec la Russie, et bien que les Japonais soient également liés à l'Allemagne nazie après avoir signé le pacte tripartite, ils avaient pris la décision de ne pas rejoindre Hitler lorsqu'il a commencé sa guerre contre les Soviétiques en juin 1941.
Avec l'accord avec la Russie toujours en vigueur en 1945, le cabinet japonais espérait que les soviétiques pourraient agir en tant que médiateurs pour une reddition négociée avec les Alliés. Suzuki et ses officiels ont décidé d'envoyer le prince Fumimaro Konoe à Moscou pour diriger la délégation de paix. Konoe avait désespérément essayé d'empêcher le Japon d'entrer en guerre avec l'Amérique en premier lieu et on espérait qu'il pourrait maintenant, d'une manière ou d'une autre, assurer un avenir pacifique pour son pays. Cependant, les Japonais n'avaient aucune idée que Staline avait déjà conclu un accord avec les Britanniques et les Américains concernant l'avenir du Japon. Lors de la conférence de Yalta en février 1945, avec peu de considération pour le traité conclu avec les Japonais 4 ans plus tôt, le dirigeant soviétique a accepté de participer à la guerre contre l'Empire japonais 3 mois après la défaite de l'Allemagne nazie. En retour, on lui a promis d'attrayantes concessions territoriales, y compris la Mandchourie occupée par les Japonais, les îles Kouril et Port Arthur en Corée, qui étaient tous sous la sphère d'influence japonaise. Il n'est donc guère surprenant que lorsque les délégués de Suzuki ont contacté les soviétiques pour négocier la paix, ils aient été accueillis par le silence de Moscou et bientôt des craintes ont commencé à grandir que les soviétiques puissent représenter autant de menaces que les Américains. Le jour où la conférence de Potsdam a commencé le 17 juillet, les navires de guerre américains et britanniques ont tiré 200 000 tonnes d'obus dans la région côtière au nord-est de Tokyo, alors que la préparation à l'invasion se poursuivait. Peu après, l'Union soviétique a rappelé tout le personnel des ambassades et leurs familles du Japon, laissant entendre qu'elle avait également l'intention d'attaquer. L'avenir s'annonçait particulièrement sombre pour le pays du soleil levant. Mais il y a eu bientôt un autre revirement inattendu dans les intrications complexes de la politique mondiale, alors que Truman et Churchill devinrent de plus en plus préoccupés par ce qui semblait être un expansionnisme agressif de la part des Soviétiques. En juillet, l'armée rouge contrôlait les États baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, et les réfugiés, craignant une prise de pouvoir communiste, fuyaient par millions. Le dirigeant soviétique a défendu ses actions en insistant sur le fait que son contrôle de l'Europe de l'Est était une mesure défensive contre une éventuelle future attaque, mais alors que l'influence communiste grandissait en Europe, l'Amérique et la Grande-Bretagne commençaient à craindre que les Japonais soient le moindre de leurs soucis. Truman nourrissait de profondes suspicions à l'égard des communistes et craignait que, en Asie de l'Est comme ailleurs, la Russie ne fasse le moins de progrès possible. Pour le président américain, moins l'Union soviétique était impliquée dans les dernières étapes de la guerre, mieux c'était, et c'est avec un grand soulagement qu'il a reçu la nouvelle qu'il pourrait y avoir une alternative à l'implication de la Russie. Ce rayon d'espoir était le projet Manhattan, un plan secret des États-Unis pour développer les recherches d'Albert Einstein sur la fission nucléaire. Les scientifiques avaient discrètement développé les théories d'Einstein à l'université de Chicago et le 16 juillet, une percée a été réalisée. Au Nouveau-Mexique, les scientifiques ont réussi à tester l'arme la plus mortelle et la plus puissante de la Terre, la bombe atomique, et avec cette arme à leur portée, les Américains ont réalisé qu'ils pouvaient raccourcir la guerre et réduire les pertes américaines sans l'aide des communistes. Alors que Truman commençait à faire tout son possible pour exclure l'Union soviétique en tant que force d'invasion, la course pour le Japon était lancée. Au quartier général de la 20e force aérienne, dans les Mariannes, Curtis LeMay et son personnel travaillaient jour et nuit pour élaborer un plan d'utilisation de la nouvelle arme top secrète contre l'ennemi.
Pendant ce temps, les soviétiques rassemblaient des forces à la frontière avec la Mandchourie, dans le sud-est de la Chine, en préparation de leur invasion convenue du territoire japonais prévue pour le 8 août, exactement 3 mois après la reddition de l'Allemagne nazie. Alors que les tensions montaient à Potsdam, il y a eu des changements soudains sur la scène politique. Winston Churchill avait quitté la conférence le 25 juillet pour connaître le résultat des élections britanniques, mais il n'avait pas été réélu. Clement Attlee est maintenant revenu en Allemagne à sa place en tant que nouveau Premier ministre britannique et pour rejoindre Truman et Staline dans la prise de décision finale de la guerre. Ensemble, ils ont lancé un dernier appel pour que le Japon se rende dans la déclaration de Potsdam le 26 juillet. Les conditions des Alliés étaient que ceux qui étaient responsables des politiques qui avaient conduit à la guerre soient éliminés à jamais, que les criminels de guerre soient punis et que le Japon soit occupé. De retour au Japon, Suzuki attendait toujours et espérait une réponse de l'Union soviétique à leurs appels à un accord de paix, à donner une réponse apparemment impénétrable, peut-être en partie à cause des ambiguïtés de la langue japonaise. Pour les Alliés, c'était un dernier geste de défi et le 6 août 1945, l'histoire de la guerre a changé à jamais. Truman a ordonné que la bombe atomique soit chargée sur un avion B-29 nommé d'après la mère du pilote, Enola Gay. Il a décollé de la piste de l'île de Tinian et s'est dirigé vers sa cible, un important centre militaire appelé Hiroshima, avec une population civile de plus de 300 000. C'était un lundi matin calme et ensoleillé, et la ville était en pleine effervescence lorsque la bombe a été larguée à 8h15. La dévastation s'est étendue sur 4 miles carrés, tuant instantanément 30% de la population. Les humains et les bâtiments ont été désintégrés dans l'explosion et l'incendie qui a suivi a fait de nombreuses autres victimes. Tout ce qui restait d'Hiroshima lorsque la fumée s'est dissipée était un désert de rues aplaties dont beaucoup d'habitants n'étaient plus que des ombres littéralement, brûlées dans les murs en ruine par l'éclat de lumière blanche. Pendant des heures après l'attaque, le gouvernement japonais ne savait pas ce qui s'était passé et n'a eu qu'une indication lorsqu'un avion a été envoyé pour survoler la ville. Un énorme nuage de fumée s'élevait toujours au-dessus d'Hiroshima, mais l'horreur véritable de la situation ne faisait que commencer. Les Japonais ont vite réalisé que le nombre de morts augmentait car les survivants commençaient à mourir de maladies des radiations. Alors que le Japon était sous le choc de l'attaque, le président Truman a annoncé que la bombe atomique avait été larguée sur Hiroshima et a averti sévèrement que si les Japonais n'acceptent pas maintenant nos conditions, ils peuvent s'attendre à une pluie de ruines venant du ciel comme on n'en a jamais vu sur Terre.
2 jours après l'attaque sur Hiroshima, les Soviétiques ont commencé à déferler à travers la frontière vers la Mandchourie le 8 août, mettant fin à tous les espoirs des Américains de garder les Soviétiques hors du théâtre du Pacifique. Mais Tokyo n'a toujours pas répondu à l'appel à une reddition inconditionnelle et le 9 août, Truman a mis à exécution sa menace en larguant une autre bombe sur le Japon, cette fois sur la ville de Nagasaki. Alors qu'une autre ville s'effondrait en ruine, le gouvernement japonais et l'empereur ont réalisé qu'ils ne commandaient plus le destin de leur pays. Confronté à d'autres attaques nucléaires, l'empereur Hirohito a été contraint de mettre de côté tout espoir de fin honorable à la guerre. L'insupportable doit être supporté, a-t-il annoncé, et enfin à midi le 15 août 1945, le Japon a accepté la déclaration de Potsdam et a accepté de se rendre sans condition. Un jour plus tard, le président Truman a prononcé le discours que le monde attendait. Forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Lorsque la nouvelle de la reddition est arrivée, un soulagement a balayé les forces américaines qui se battaient contre le Japon depuis près de 4 ans. Les effusions de sang étaient enfin terminées et la guerre du Pacifique était terminée. Le 30 août, les troupes américaines de la 6e division marine ont débarqué sur une plage au sud de Tokyo, marquant le début de l'occupation américaine du Japon, et alors que le commandement américain était fermement établi, les étoiles et les rayures ont été fièrement hissées sur la patrie japonaise. Plus tard dans la journée, le commandant des forces américaines dans le théâtre du Pacifique Sud-Ouest, le général Douglas MacArthur, a atterri à l'aérodrome d'Atsugi à Tokyo et s'est préparé à prendre le contrôle de l'Empire conquis. Le matin du 2 septembre, la délégation japonaise est montée à bord du cuirassé américain Missouri dans la baie de Tokyo pour officialiser la reddition inconditionnelle. MacArthur, qui allait assumer le rôle de nouveau commandant suprême des forces alliées au Japon, a dirigé la cérémonie qui marquait la fin du conflit du Pacifique. Et son discours aux spectateurs reflétait les espoirs de millions de personnes à travers le monde que enfin la paix serait rétablie. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. Représentant l'empereur Hirohito, le ministre des Affaires étrangères japonais, Shigemitsu, a officiellement capitulé pour son pays et a engagé le Japon à un désarmement complet et à la reddition de toutes les forces militaires. Et lorsque toutes les nations qui avaient participé aux batailles du Pacifique ont signé le document, MacArthur a clos la guerre en disant « Prions pour que la paix soit maintenant rétablie dans le monde ». Pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. These proceedings are closed. La Seconde Guerre mondiale a officiellement pris fin à 8 minutes après 9, le 2 septembre 1945. À travers le Pacifique et l'Asie du Sud-Est, les Japonais ont maintenant déposé les armes. Le 4 septembre, les forces impériales se sont rendues sur l'île de Wake 3 ans et 4 mois après que les Américains en aient été chassés. En Malaisie et dans toute l'Asie du Sud-Est, les forces du Commonwealth britannique ont accepté la reddition des troupes japonaises et bientôt l'Union Jack flottait fièrement à nouveau sur la ville coloniale britannique de Singapour, près de 4 ans après son invasion.
Aux Philippines, le tigre de Malaisie, autrefois connu, le général Yamashita, a rendu le reste de son armée au général Jonathan Wainwright, qui avait mené la bataille pour défendre la nation insulaire en 1942. Le général avait été détenu dans des camps de prisonniers depuis sa reddition à l'ennemi 40 mois plus tôt, et le moment de rendre justice à l'homme responsable de tant de morts américaines et philippines était arrivé à point nommé pour Wainwright. Tout comme les procès de Nuremberg avaient jugé ceux de l'Allemagne nazie, ceux jugés responsables de la guerre en Extrême-Orient seraient punis pour leur part dans le bain de sang. Avec Yamashita, le premier ministre de guerre, le général Tojo, qui avait été si désireux de mener son pays à la bataille contre l'Ouest, serait jugé sévèrement et condamné à mort pour ses crimes. Pendant ce temps, alors que tous les rêves de construction d'empire disparaissaient progressivement, les Japonais apprenaient à vivre aux côtés des Américains alors que l'occupation de leur pays commençait. Le Japon allait maintenant évoluer en une nouvelle nation où les étrangers s'infiltrent dans tous les aspects de la vie, et les lois et coutumes anciennes sont adaptées à une existence très différente. Bien que de nombreuses années de lutte soient encore à venir, alors que les horreurs de la guerre commencent lentement à s'estomper, le Japon, comme l'Allemagne, émergera transformé des ruines du conflit. La Seconde Guerre mondiale a fait rage pendant 6 années amères et a coûté la vie à des millions de personnes de l'Europe à l'Asie et au-delà. Mais alors qu'elle se terminait, l'humanité pouvait enfin espérer un avenir meilleur, car l'aube d'une nouvelle ère dans l'histoire du monde était sur le point de commencer.